Bonjour à tous mes amis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va aborder avec mon ami Dimitri les Oscars. On va parler un peu des films qui sont en nomination en ce moment et essayer de prédire les nombreux films qui vont gagner la cérémonie. Avant de parler de cinéma, j'aimerais ça parler un peu de mon ami vu qu'il a fait beaucoup de films dans le passé. J'ai connu aussi au cégep en cinéma. Donc parle-moi un peu de toi Dimitri. Bonjour tout le monde, mon nom est Dimitri Abduno. Je suis un réalisateur, un acteur et un écrivain ici dans la région de Gatineau, Ottawa. Comme Sébastien a dit, on a étudié au cégep ensemble en cinéma, au cégep de l'Outaouais ici à Gatineau. J'ai commencé en théâtre au secondaire, Collège Nouvelle-Frontière, what up? Puis ensuite, je suis allé au cégep de l'Outaouais en cinéma. Ensuite, j'ai étudié en théâtre à l'Université d'Ottawa, fait que j'arrêtais pas de switcher théâtre, cinéma, théâtre, cinéma. Il était très bon dans la pièce de théâtre. T'avais fait. C'est quoi déjà le nom de la pièce que tu avais faite à Ottawa? On a fait Antigone de Sophocle. Oui, oui, je m'en souviens. Excellente Ouais. performance que tu avais fait. Merci, merci beaucoup. Antigone de Sophocle, c'est une tragédie grecque. Et ils ont monté ça à la salle académique de l'Université d'Ottawa. Puis j'ai joué le rôle de Tirésias. Tirésias, c'est un devin aveugle qui connaît le monde à la fois des dieux et terrestres. Fait que c'était intéressant. Je jouais toute la pièce comme ça tout le long, là. Ah ouais, un excellent devin. Juste le voir avec son long bâton. Et je pense que t'avais une toche grise aussi. Ouais, comme, ils m'ont littéralement donné comme un trench coat, juste pour avec un capuchon, là. Et en 2015, on avait tourné aussi ensemble un projet avec avec une gang d'amis. Un peu, un peu loufoque. C'était un ensemble de gangsters, de ninjas, de karatéka qui se retrouvent dans un. C'était toute une expérience, mettons. Ah oui, une maison. Mon nombre de fois que je les ai invités à la maison pour manger des burgers puis des frites, là. Ah oui, quelle expérience c'était. Ouais, disons que juste pour vous simplifier ça, on a travaillé sur ce court-métrage. C'était vraiment comme une démo, là. On a travaillé ça pendant un an pour faire un court-métrage de 3 minutes parce que le monde n'arrêtait pas de nous lâcher comme à la dernière minute. Comme à chaque fois qu'on avançait dans le projet, il y avait quelqu'un qui lâchait, il y avait des problèmes. Puis à la fin, comme il y avait justement un problème avec le montage qui est C'est arrivé. moi qui étais en charge du montage, puis malheureusement, j'ai pas eu. J'ai perdu toute l'équipe qu'on avait. Non, non, c'était une drôle d'expérience, mais on a tellement eu du fun cette journée-là à le tourner, là. Ouais, ben on apprend de nos expériences, hein. C'était mon premier vrai court-métrage que je voulais faire, puis c'était vraiment une flop, mais après disons que ça a fait l'effet boule de neige pour les autres projets que j'ai fait au cours de bon, je dirais pas carrière, parce que ma petite carrière qui commence, elle commence en ce moment. Tu débutes une carrière d'acteur et de réalisateur, si tu veux faire c'est du cinéma. Mhm. Ouais, c'est ça. Fait que ça a commencé avec un court-métrage qui a floppé raide pour ensuite j'ai transitionné à faire un vidéo de musique pour une proche de famille qui joue qui chante dans une chorale libanaise à Toronto parce que je viens du Liban. J'ai fait un clip de musique pour une de ses chansons, puis on l'avait fait en 2017, puis 3 ans après, ce ce vidéo s'est retrouvé 3 ans après sur une chaîne théologique au Liban qui s'appelle Noursat. Puis ils ont joué mon vidéoclip, fait que j'étais super content. Ma sœur, elle a joué dedans, elle jouait la Vierge Marie, parce que la chanson parlait de la Vierge Marie justement. Puis c'était toute une expérience, puis ça a porté fruit. Puis tranquillement, pas vite, j'ai fait d'autres courts-métrages aussi qui ont pu gagner des prix à l'international aussi, dans des festivals internationaux Ouais, aussi. comme ton court-métrage de Silencer qui t'avait tourné en 2016. J'avais pas tourné celui-là, j'ai joué dedans. J'étudiais encore en théâtre. Puis ensuite, comme je suis allé faire ce court-métrage-là qui s'appelle The Silencer, c'est un film court noir. C'est ce premier court-métrage qui m'a permis de recevoir des prix en tant qu'acteur.
Puis j'étudiais encore en théâtre, fait que ça a causé du buzz, puis ça m'a donné plus de confiance de continuer dans ce domaine-là, justement. Puis du film dont tu parlais que j'ai réalisé, un autre film, c'est Screech. Oui, ton film d'horreur, hein, t'avais fait. T'avais gagné un prix, je pense, au Kino à ce moment-là. Oui, c'était mon premier court-métrage d'horreur que j'ai présenté à Kino, Ottawa. Dans le fond, Kino, c'est comme une sorte de soirée film. Les vrais Kino qui disent, c'est qu'ils donnent au moins comme 24 heures ou une semaine pour faire un court-métrage. Comme il faut que tu l'écris, il faut que faut que tu le filmes, le montes, tout en 24 heures. Tandis que le Kino à Ottawa qu'on a ici, il te donne un mois. À chaque mois, c'est un nouveau thème qu'ils te donnent pour les films. Donc, le thème qu'ils ont donné, c'est l'Halloween, fait que horreur. Puis moi, je suis pas un type de personne qui regarde des films d'horreur. Moi, c'est plus comme action, drame, comédie. C'est vraiment comme... Puis les arts martiaux, c'est vraiment comme les genres que j'aime beaucoup. Fait que horreur, je me suis dit, m'a essayé quelque chose. Puis j'ai pu écrire une histoire vite vite moi j'aime beaucoup les courts-métrages avec qui racontent une histoire à travers le son, à travers comme le montage, comme ça donne un certain rythme très rapide. Puis ça m'a inspiré, puis les médias sociaux aussi m'ont inspiré à faire ce court-métrage qui s'appelle Screech. Puis comme je t'ai parlé, comme ce qui m'a inspiré un peu, c'est comme les articles sur Snapchat. Avec les photos que tu voyais, t'avais une image sur un article, puis de l'autre, ça parlait de quelque chose d'autre qui n'était pas relié au même sujet. T'as décidé de t'inspirer de ça pour faire comme ce que tu voyais dans ces images-ci, c'est pas représentatif de la réalité qui est en fait est plus sombre, plus. Oui, c'est ça, oui. Donc, parce que, comme quand tu regardes, on va dire, The Global Mail sur Snapchat, tu vois un article qui dit Ariana Grande a porté cette super belle robe au VMAs. Puis ensuite, l'article suivant serait comme un homme de 72 ans a décapité sa femme devant ses enfants. Je suis comme. Pas exactement le même sujet, disons, que ça n'a pas rapport. Je t'ai même pas préparé à ça. T'es juste comme pris au dépourvu, là. Ouais, puis c'est ça qui m'a inspiré un peu à faire Screech, parce que comme... Puis Screech est disponible sur ma chaîne YouTube, Dimitri Al. Vous allez pouvoir voir aussi son lien dans la description aussi, et aussi en haut de l'écran ici. Vous allez pouvoir aller connecter sur sa chaîne, puis vous pouvez aller voir son court-métrage. Puis j'apprécie Sébastien de faire la publicité pour moi. Ça fait plaisir. Tu sais, pour quelqu'un qui a tenu des prix à des festivals. Ouais, j'ai tenu des prix, moi, mon Dieu, je suis tellement comme... Pour quelqu'un qui a participé à des courts-métrages et qui a gagné des prix, je trouvais assez pertinent de sa présence aujourd'hui dans la vidéo. Vous avez réalisé le court-métrage Sorry Gotta Go avec des amis pour la compétition Road aussi. Oui, c'est ça, ouais. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de l'envoyer à Road Reel 2021. Parce que littéralement, comme moi, j'essayais de trouver le temps où est-ce que tout le monde, à la fois comme de mon équipe de tournage, puis les acteurs soient disponibles en même temps pour pouvoir filmer le projet. C'était très limite, comme c'était la deadline pour soumettre tout le matériel, c'était le 21 octobre. Puis moi, j'ai booké le monde le 18, où est-ce qu'il fallait qu'on filme. Fait que c'est C'était rapide. Très rapide. On a filmé en une nuit, on avait des restrictions d'espace, on avait des restrictions dans le temps, mais on a fait ce qu'on a pu, on a filmé ce qu'on pouvait, puis j'ai mis le projet ensemble, voir ce que ça donne. C'était un processus différent, on a rushé un peu, mais je voulais donner une chance au projet, c'est pour ça que même si on ne l'a pas envoyé à Road Reel, je l'ai quand même envoyé à d'autres festivals, voir un peu qu'est-ce qu'il va donner sur le festival market, comme on dit. Puis, ouais, c'était une différente expérience, mettons. Puis il y a un autre film aussi que tu vas faire aussi en septembre, toujours dans le petit projet. Je sais que tu m'as dit en personne que tu pouvais pas vraiment parler en... Ben, j'étais pas sûr si je pouvais en parler. Dans le fond, je joue dans un long métrage qui a été filmé au Vieux Hall l'année passée, puis il va sortir en septembre 2022, d'après le réalisateur. Fait que
à l'affiche. On va pouvoir le voir très bientôt. Ouais. Je remercie Seb de m'avoir comme amené ici, puis je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Avant d'en attendre avec les prédictions et tout, j'aimerais ça que tu me parles un peu avec les festivals, comment ça fonctionne. Tu sais, parce que pour aller envoyer un film à un festival, tu sais, il faut que tu débourses d'argent, il faut que tu t'inscrives. Comment ça fonctionne exactement? Au niveau des festivals, maintenant, avec l'Internet, c'est rendu très, très facile. Il y a un site Internet qui s'appelle filmfreeway.com. Tu peux faire un compte dessus gratuitement. Tu peux créer la soumission de ton film comme il faut. Tu peux mettre le titre, tu peux mettre le aspect ratio de ton film, le budget que tu as utilisé. Tu peux mettre des photos de la production aussi. Tu peux, à travers Vimeo et YouTube, linker le court-métrage à ta soumission Film Freeway. Tu peux même le mettre dessus directement. Avec Film Freeway, il y a un truc que, comme quand j'ai commencé à soumettre à des festivals, j'avais des alertes de Film Freeway qui me disaient « Oh, regarde ce festival-là, regarde ce festival-là, regarde ce festival-là. » Pas nécessairement tous les festivals sont bons. Mettons, comme il y a des festivals que ça fait juste 1 an ou 2 ans qui sont Établi. ils sont établis, justement. Puis quand tu soumets des films à des festivals, il faut vraiment que tu fasses ta recherche. Puis il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire avec ce film-là, techniquement. Est-ce que tu veux, à travers ce film-là, assister à une conférence telle quelle dans un festival spécifique? Est-ce que tu veux recevoir des trophées, recevoir des laurels, comme on dit, pour faire de la promotion? Il faut vraiment établir un but spécifique. Et là, j'apprends de plus en plus ces trucs-là. C'est juste vraiment, il faut faire attention parce que les festivals, il y a certains festivals qui sont des compétitions. C'est même pas un festival. Comme un festival, c'est vraiment un événement où du monde vienne voir des films. Tandis qu'une compétition, des fois, c'est juste comme quelque chose qui se passe en ligne. Ils prennent ton argent, puis ensuite, comme, on va dire, tu as un film. On va dire c'est un film de comédie, puis tu as 2 actrices. Puis c'est filmé avec une caméra Blackmagic 4K, comme du solide. Puis tu voudrais que toutes ces catégories-là soient reconnues. Quand tu soumets ce film-là à des festivals, il faut que tu payes pour ces différentes catégories. Pour Best Actress, Best Supporting Actress, ça c'est 2 catégories différentes. On va dire $50 pour ça, $50 par-ci. Best Cinematography, un autre $50. Là, ça commence à... ton portefeuille, il te fait mal un petit peu. Là. Ça gruge de ton budget beaucoup. Ça gruge beaucoup. Puis le retour de ce que tu es en train de dépenser, tu ne reçois pas un grand retour de ça nécessairement. Parce que si ton film n'est pas accepté, tu ne te fais pas rembourser. C'est tout. Comme tu perds, on va dire, tu as perdu $150 juste à cause de ça. Ou, par exemple, ce qui est arrivé avec Sorry Gotta Go récemment, c'est que je l'ai envoyé dans une compétition en ligne, puis il a gagné Honorable Mention pour meilleur film. Puis dans cette compétition-là, c'est juste le meilleur film qui gagne un trophée. Comme Honorable Mention, ça veut dire quoi? Puis aussi... Je veux dire, meilleure chance la prochaine fois. c'est comme quand tu ouvres un café, tu veux juste dire ok, meilleure chance la prochaine fois. Ouais, c'est ça, c'est comme les trucs de Tim Horton, tu gagnes à la loterie presque. Quasiment, hein? C'est juste, faut vraiment faire attention, faut regarder les sites internet des festivals, parce que des fois, juste en regardant, il y a certains festivals qui ont ils ont des photos de la production du film, ils ont la description du film, du directeur, même les liens des médias sociaux pour ces réalisateurs-là. Comme ça, tu peux peut-être connecter avec ce monde-là. Mais il y a des festivals où est-ce que le site Internet, c'est juste le nom du film. Comme, qu'est-ce que ça rapporte, là? OK, j'ai reçu meilleur prix, meilleur acteur dans ce court-métrage-là, mais j'ai juste comme une laurel que je peux juste mettre sur les médias sociaux, puis un titre sur un site Internet que comme... C'est juste comme absolument aucun rapport. Comme faut faire, comme je vous dis, faites attention, faites votre recherche, établissez un but pour
Ouais, pour votre production, justement. Si vous avez plus de détails aussi, vous pouvez retrouver dans la chaîne Adventure in Filmmaking. Ouais, dans le fond, Adventures in Filmmaking, c'est un podcast qui run sur Spotify, Apple Music et tout. C'est un podcast qui est dirigé par le réalisateur du court-métrage de Silencer, avec qui j'ai travaillé. Son nom, c'est Julian. Son partenaire, son nom, c'est Jason. Dans le fond, lui, il l'appelle Script Doctor. Dans le fond, lui, il regarde des scripts juste avant qu'ils aillent en production. Puis lui, il connaît tout sur comment formater les scripts, la trame narrative des scripts. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Script Doctor. Puis ils ont ce podcast-là, Adventures in Filmmaking, en anglais, dont j'ai participé récemment. Et si vous voulez le regarder, il est disponible sur la plateforme de Spotify. Vous allez pouvoir aussi le retrouver dans la description de ma vidéo également. Oui, et justement, on parle des festivals, de tout le buzz des festivals, justement, les difficultés, puis c'est ça. Donc, vous allez avoir plus d'informations là-dessus. On va parler des Oscars maintenant. On va aller avec nos prédictions. Comment on va faire, c'est qu'on va aller décortiquer les différentes catégories en fonction de la production, donc les différentes étapes de production. On va commencer tout d'abord avec la pré-production. Ensuite, on va avec la production du film et la post-production pour ensuite arriver avec le résultat. Et juste avant de commencer, je voulais juste dire comment on va faire nos choix. Avant de rentrer dans les catégories, moi je parlais justement avec Sébastien que comme nous, dans l'industrie cinématographique, en anglais, ça s'appelle show business. Moi, comme j'ai dit, je suis un aspirant réalisateur. Donc, j'apprends de plus en plus de mes expériences, puis je me dis que pour devenir un meilleur réalisateur, un meilleur acteur, un meilleur écrivain, faut que je regarde plus de films, puis faut que je les analyse pour comprendre comment ces films-là sont arrivés à ce succès-là. Justement, j'en parle dans Adventures in Filmmaking que vous allez peut-être entendre plus tard. Moi, j'ai lu un article of The Business Insider qui était comme, je pense, 2020-2021, l'année qui a été faite. Puis justement, il parlait qu'il y a un très grand problème aux Oscars en ce moment, c'est qu'on est dans les Oscars 2022, on célèbre tous les films qui ont été faits en 2021, right? Dans cette année-là, les grands studios comme 20th Century Fox, Warner Brothers Studios, ils ont investi des millions de dollars dans ces productions cinématographiques. Puis, ça prend déjà 10 millions de dollars faire le gala des Oscars. Juste aussi dans l'élaboration de la cérémonie, les artistes qui vont présenter la musique, mettons, ou bien même d'avoir juste la préparation de la pièce, les trophées qui sont créés. Ça coûte au moins 1000 pièces par trophée. C'est beaucoup d'argent mis en place pour la cérémonie. Ouais, et justement, dans cet article-là, il parlait que comme, il y a des films il y a une certaine recette qu'il faut suivre pour qu'un film soit nominé aux Oscars. Par exemple, il faut que le cast soit des gens de A-lister. Il faut que le film soit 2 heures de temps. Il faut absolument que ça soit un drame. Adapté d'un livre qui se passe dans les années 1600. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le terme business dedans. Donc, ces studios-là, ils ont investi des millions de dollars dans ces films, ils veulent un certain retour de cet argent-là, ce qui fait du sens. Aussi, il faut prendre en considération ce que, de un, il faut qu'il y ait un certain retour d'argent, mais il faut aussi que le monde aime ce qu'il regarde. Il faut considérer, dans le fond, ce que la critique et le public aussi en a pensé en fonction de nos choix. C'est ça aussi qui nous influence avec nos décisions. Donc, on se fait en base principalement sur nos préférences à nous. À chacun d'entre nous, on s'est consulté. Mais également aussi ce que la critique, ce que les revenus en ont fait du film. Et c'est de déterminer en même temps avec les Oscars qui, parmi ces facteurs d'influence, va gagner le trophée. Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, on va prendre les choix que nous, on aime, mais aussi, on va se baser sur les statistiques de chacun des films. Par exemple, c'était quoi le budget du film versus combien il a fait au box-office. C'est des trucs comme ça. On va commencer par la catégorie meilleure adaptation cinématographique. Donc, en nomination, il y a le film Coda, Drive My Car, Dune,
The Lost Daughter et Power of the Dog. On a jugé que le film Drive My Car et The Lost Daughter, c'est pas mal les films qui vont être plus en compétition. Moi, personnellement, j'espérais beaucoup que ce soit Coda, puisque le scénario il est quand même assez intéressant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut faire de la musique, mais entre-temps, elle doit s'occuper de ses familles qui, elles, sont malentendants, sont muets. Faut qu'elle s'occupe de cette famille-là. Donc, il y avait vraiment un scénario très solide avec ce film-ci. Mais Drive My Car a l'air d'avoir une bonne réalisation, une bonne cinématographie. Il est très aimé aussi. Il a fait au moins 3 millions de dollars au box-office aussi. Pour un film qui est de l'étranger, c'est très, très bien. Donc, on pense que ce film-là serait pas mal celui qui va sortir le plus du lot. Comme Sébastien dit, moi je pense Coda aussi, juste parce qu'il parle des personnes avec des troubles, justement. C'est très important, Coda. J'aime bien aussi The Lost Daughter pour les dialogues, parce que c'est très comme... les dialogues sont bien écrits, puis comme ils te sautent aux yeux un petit peu. Puis justement, la performance des acteurs ont fait en sorte que ces dialogues ressortent très très bien. Alors, je pense que ces deux-là sont des top contenders pour gagner ce prix-là. Et également, Dune a aussi un bon scénario. Moi qui ne connais pas si bien Frank Herbert, malheureusement, je ne peux pas juger principalement de l'ensemble de l'adaptation, mais énormément, la critique en a beaucoup parlé et ouais, franchement, on sent énormément l'influence de Frank Herbert à travers Dune de Denis Villeneuve et c'est aussi un bon contender. Mais Coda et Drive My Car sont pas mal les films qui ont de meilleures chances pour moi, je crois, aux Oscars de remporter le trophée. Dans la catégorie meilleur scénario original, on retrouve Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza et The Worst Person in the World. On a jugé que le film Belfast et King Richard sont pas mal les plus gros compétiteurs pour la catégorie. Parce que Belfast, si je me trompe pas, c'est adapté sur la vie personnelle de Kenneth Branagh, sur son expérience avec le cinéma, son amour pour le cinéma. Et King Richard, c'est un film qui s'inspire beaucoup sur la vie de Venus et Serena Williams, les joueuses de tennis. Je savais pas leur histoire du tout. Je savais que comme ils étaient des joueuses de tennis très populaires, mais juste voir leur histoire puis que c'est un scénario original. Moi, je trouve que c'était bien écrit. Tu pouvais reconnaître comme le but de chacun des personnages qu'il y avait dans le film, puis c'était très très clair pour moi. Donc j'ai bien aimé King Richard for Best Original Screenplay. Don't Look Up a un bon scénario. Je vous dirais que les performances de Leonardo DiCaprio et également de Jennifer Lawrence. Merci. Jennifer Lawrence sont excellentes. Et en plus, c'est un message très pertinent sur l'importance de la politique, sur la science, le fait que les politiciens ont un désintérêt profond au niveau de la science. Lorsqu'il y a une catastrophe comme une comète qui doit froncer sur la Terre, ils ne prennent pas ça au sérieux du tout. Moi, je trouve qu'il y a bien du monde qui l'aime pas, ce film-là, mais moi, je fais partie du monde qui l'aime. Parce que de un, le sujet est très, très important. Avec l'avancement de la technologie, avec les médias sociaux, la technologie qui sépare notre humanité. Je trouve que c'est justement les médias sociaux qui causent tous nos problèmes en ce moment avec la COVID-19, qui causent le monde à se séparer, à avoir de différentes opinions, ce qui est bien. On est là pour la liberté d'expression. Puis Licorice Pizza, je sais que Paul Thomas Anderson, c'est un excellent réalisateur et un bon écrivain, mais ce film-ci, j'ai pas l'impression que ça va être le meilleur contender pour la catégorie. Et The Worst Person in the World, malheureusement, j'ai pas vu le film, donc c'est difficile d'en juger. Belfast et King Richard, c'est pas mal les plus gros contenders. On en vient maintenant avec la partie production. C'est vraiment avec le travail des costumes, les décors, le maquillage et coiffure, avec les comédiens. C'est avec tout ça qu'on va pouvoir commencer à filmer. Donc, c'est la partie tournage. Pour le meilleur décor, on a le film Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth et West Side Story. On avait dit pas mal le film The Tragedy of Macbeth et West Side Story. Power of the Dog a un bon travail de décor. Le fait que ça se passe dans la période western avec son saloon. Ça se passe dans les plaines. Et Nightmare Alley,
Pour ce que j'en sais avec Guillermo del Toro, c'est un excellent réalisateur qui sait travailler les décors. C'est toujours somptueux, il y a toujours un aspect gothique et assez incroyable. Sur chacune de ses productions, tu retrouves beaucoup de ses décors aussi. Dune, pour moi, c'est un film de science-fiction qui s'est beaucoup démarqué Oui. au niveau de sa production. La tragédie de Macbeth, c'est assez simpliste. Pour moi, le film me fait beaucoup penser à la production de The Lighthouse, qui est sorti il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai bien aimé dans The Tragedy of Macbeth, c'est que ils ont rendu un certain hommage aux productions de Shakespeare, où est-ce qui se passait comme dans les années 50, au début du cinéma parlant. J'ai bien aimé comment ils ont fait les décors, puis la cinématographie, puis comme j'ai pas de mots. C'est un très, très bon film. C'est au niveau de la production, là. C'est bien fait. Les costumes sont assez simplistes, mais comme la production est super bien faite. Ça ressemble beaucoup à une pièce de théâtre également, dans l'allure, la simplicité justement des décors, les costumes. C'est très éloquent pour l'époque et ça représente très bien l'allure à la Shakespeare, Mhm. ce qui est très bien d'ailleurs. Dans la catégorie meilleur maquillage et coiffure, on retrouve Coming to America, Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye et House of Gucci. Dans la catégorie meilleur maquillage et coiffure, Cruella et House of Gucci sont pas mal ce qui est ressorti du lot dans la discussion. Cruella, c'est plus bien sûr dans la mode, c'est la coiffure, les costumes, c'est La performance d'Emma Stone aussi est vraiment bonne. ça représente parfaitement l'allure. Puis la famille Gucci aussi. Oui, c'est littéralement de la mode. C'est comme le thème de la mode revient souvent. L'excentricité aussi avec les personnages, comment ils sont habillés. On sait que c'est des personnages old-fashioned qui ont fait fortune dans l'industrie. Clairement, ces deux films-là, c'est les films qui reflètent bien la catégorie maquillage et coiffure. Coming to America, pour moi, c'est juste. C'était juste correct. Pour être honnête, le film de Coming to America, le premier, il est tellement bon, puis le deuxième, pour moi, il est vraiment pas bon. C'est comme si je prenais comme mes amis célébrités, puis on va faire un film ensemble. C'est ça, Coming to America 2. Oui, le maquillage, puis justement, les coiffures c'est quelque chose qui stand out dans ce film-là, mais c'est juste cet élément-là qui apparaît, puis le reste, comme au niveau de l'histoire, au niveau de la cinématographie, c'est très superflu. Il y a un terme comme enjeu qu'on donne, c'est très surfaced, comme c'est pas réaliste, comme la manière dont il joue, puis comme la cinématographie est OK, il n'y a rien qui saute aux yeux. L'histoire est average, comme c'est... C'est juste une comédie bien légère que. Oui, c'est ça. C'est comme... ouais, c'est ça. Dune a un excellent maquillage et coiffure. Je pense même avec le personnage de Peter Skarsgård, le gros. Le gros personnage joué qu'on y retrouve, juste les prothèses, le travail qui a été mis à la recherche, c'était juste phénoménal. Il y a une vraie recherche sur le rendre vivant. C'est juste incroyable de le voir. Peut-être est-ce qu'il va avoir une chance de gagner un trophée pour cette catégorie-ci. Peut-être que non, on va voir. Mais pas mal Cruella et House of Gucci sont pas mal les plus gros morceaux. Pour éviter de répéter le même mot. Ouais, c'est ça. Ensuite, on en vient avec les costumes. C'est là la partie qu'on a eu le plus de difficultés à déterminer qui allait gagner. Parce qu'on a beaucoup de nos préférences, on a beaucoup pensé. Cruella, bien sûr, c'est un film qui traite de la mode, comme on a dit. C'est sûr que ça va être le film qui allait représenter pas mal la catégorie. Cyrano aussi, juste dans la simplicité des costumes, c'est somptueux. Peter Dinklage dedans, c'est un million de dollars, my God. Exactement. Et c'est dommage qu'il n'a pas été nominé dans la catégorie de meilleur acteur qu'on va arriver très prochainement. Dune aussi, avec ses costumes flamboyants, l'allure à la science-fiction, ça représente parfaitement le look. Il y a Nightmare Alley également, juste les costumes d'époque, c'est fantastique. Le film que j'espère le plus pour moi qui va remporter l'Oscar,
c'est West Side Story. Il y a tellement de magnifiques costumes dans ce film-ci. C'est incroyable. Juste le costume que porte Ariana DeBose dans le film. C'est vraiment fantastique. Moi, comme au niveau du costume, j'allais avec comme l'utilité du costume, que ça apporte quelque chose à l'histoire. Cruella, littéralement, encore, on parle de la mode, puis on parle littéralement de costume. Alors, Cruella, c'est le best costumes, hands down pour moi. Au niveau de Cyrano, comme Sébastien a dit, c'est très simpliste. Comme c'est juste des costumes pour refléter l'époque dans laquelle Cyrano se passe. Pour Dune aussi, c'est un film de science-fiction, c'est comme ça apporte à cet univers-là que Denis Villeneuve a créé. Nightmare Alley, je l'ai pas vu malheureusement, fait que je peux pas dire. Puis West Side Story Un non bon film en plus. passant. Oui, oui, bien sûr. Puis West Side, ça va le tuer parce que j'ai pas vu West Side Story encore. Non, mais j'ai envie de le battre. Dans la catégorie meilleur acteur, on retrouve Javier Bardem pour sa performance dans Being the Ricardo, Benedict Cumberbatch dans The Power of the Dog, Andrew Garfield pour Tic Tic Boom, Will Smith pour King Richard et également Denzel Washington pour The Tragedy of Macbeth. Dans cette catégorie-ci, je pense qu'on était pas mal divergents. On sait pas mal que Andrew Garfield et Benedict Cumberbatch ont des bonnes chances. Mais Denzel Washington aussi pour The Tragedy of Macbeth. Ouais, ben justement, parce que moi, en tant qu'acteur, justement, je juge ces performances-là au niveau au niveau de la technique, au niveau comment ils ont appliqué, puis comment ça stand out pour moi. Javier Bardem, j'ai pas vu Being the Ricardos, mais j'ai vu une scène dans les films de James Bond, un des films de James Bond. Skyfall. Ouais, Skyfall, c'est bien ça. Où est-ce qu'il interagit avec Daniel Craig, puis j'arrêtais pas de regarder cette scène-là comme 2-3 fois parce qu'elle était tellement bonne, puis le jeu de Javier Bardem il est très très bon. Benedict Cumberbatch dans The Power of the Dog, il a donné différentes facettes à son personnage, ce que j'ai bien aimé. Comme un personnage de Benedict Cumberbatch, oui, il est très violent, c'est un trou de cul, mais aussi c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, qui fait encore son deuil de cet homme-là qu'il aimait beaucoup aussi. Andrew Garfield, Tic Tic Boom, c'était une montagne russe d'émotions. Excellente performance, oui. C'est ce que j'aime dans un acteur qui est capable de faire ça, c'est de faire ressortir cette montagne russe, justement, d'émotions. Puis Will Smith dans King Richard, super bien. Will Smith, c'est un de mes acteurs préférés. Comme j'ai dit tantôt, au niveau du scénario, que c'est bien écrit, les intentions de son personnage sont très ressorties, puis Will Smith, il aide à ça, il fait en sorte que les intentions de son personnage sont très très claires. Puis Denzel Washington, moi je lui donne le chapeau parce qu'il joue en pentamètre iambique, le langage shakespearien. Il sait donner de la profondeur à un texte qui est très très difficile à jouer. Ah oui. J'ai joué du Shakespeare comme à l'université. J'ai pris des cours de Shakespeare aussi, puis c'est très très dur à faire ressortir parce qu'il y a tellement d'images dans le texte de Shakespeare que comme c'est chapeau à Denzel Washington. Pour moi, c'est soit Andrew Garfield, soit Denzel Washington qui va gagner l'Oscar du meilleur acteur. On arrive avec la catégorie meilleure actrice. Donc on a Jessica Chastain pour sa performance dans The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman pour The Lost Daughter, Penelope Cruz pour Parallel Mothers, Nicole Kidman pour Being the Ricardos et Kristen Stewart pour le rôle de Spencer. Pour moi, c'est indéniable. Je pense que Kristen Stewart a des bonnes chances de remporter le trophée. Moi, malheureusement, j'ai pas vu Spencer. Je sais que Nicole Kidman, je l'ai vu dans le film Lion, fait que je sais qu'elle est capable d'avoir une performance assez professionnelle puis très très bonne dans Being the Ricardos. Pour ce qui est de Penelope Cruz, j'ai pas vu Parallel Mothers, fait que je peux pas vraiment dire. J'ai vu The Lost Daughter avec Olivia Colman, puis elle est tellement bonne, comme elle fait en sorte que ça a l'air facile de jouer à la caméra, mais ça l'est pas du tout. Quand vous regardez l'écran, vous dites comme « Oh mon Dieu, il est tellement bon », mais dans nos têtes, quand on performe, il y a des millions de choses qui se passent là-dedans. Elle est capable d'accéder ses émotions vraiment facilement. Jessica Chastain, j'ai pas vu The Eyes of Tammy Faye, mais je l'ai vu dans Tree of Life, puis elle a cette capacité justement à plonger dans ses émotions. Puis elle est très très bonne. Puis comme ces temps-ci dans les médias, on parle beaucoup d'elle, Jessica Chastain. Ah oui, mais là. Ensuite, on arrive avec meilleur acteur de soutien. Donc Best Supporting Actor,
Ciaran Hinds, Belfast, Troy Kotsur pour Coda, Jesse Plemons pour The Power of the Dog, J.K. Simmons pour Being the Ricardos, puis Cody Smith-McPhee pour The Power of the Dog encore. On a été très hésitant avec Ciaran Hinds pour Belfast. Et J.K. Simmons offre une excellente performance. Cody Smith-McPhee aussi. Ça va pas mal avec les trois acteurs qui, pour nous, ont été pas mal sur le même pied d'égalité. Ouais, pour moi, comme je dirais que Cody Smith-McPhee, je mets une coche au-dessus de Jesse Plemons parce que Jesse Plemons, comme de mon opinion, oui, il a joué son personnage comme il faut. Il y avait des bons moments là-dedans, mais sa performance n'a pas stand out pour moi tant que ça. Cody Smith-McPhee aussi fait ça très rigide, mais son personnage a plus de profondeur. C'est pour ça que je le donne à Cody Smith-McPhee à la place de Jesse Plemons. Puis moi, j'adore J.K. Simmons, fait que je choisis J.K. Simmons puis Cody Smith-McPhee. Et juste pour la performance qu'il avait donnée dans Whiplash, c'est pas mal l'acteur que pour moi, j'espère beaucoup qu'il remporte le trophée. Ok, Cody Smith-McPhee également. Pour moi, je trouve qu'il va faire une bonne performance de Power of the Dog. Une performance émotionnelle, surtout pour un jeune adolescent qui cherche et qui est confronté à son homosexualité. Pour moi, c'était une bonne performance. Je sais que Ciaran Hinds aussi a fait une bonne performance, selon la critique également. Donc, ça va pas mal se jouer avec ces personnages-là. La catégorie que j'avais tellement d'espérance pour une actrice en particulier. Donc, dans la catégorie meilleure actrice de soutien, on a Jessie Buckley pour The Lost Daughter, Ariana DeBose pour West Side Story, Judi Dench pour Belfast, Kirsten Dunst dans The Power of the Dog, et Aunjawi Ellis, j'espère que je l'ai bien prononcé. Une actrice que j'espérais tellement qu'il soit nommée, c'est Ariana DeBose pour sa performance dans West Side Story. Elle délivre des répliques cinglantes dans ce film-ci. C'est magnifique, la scène de danse lorsqu'elle se met à chanter pour l'Amérique et à quel point elle aime ce pays-là. C'est vraiment magnifique cette scène-ci. J'ai adoré cette performance. Kirsten Dunst, j'ai entendu d'énormes bons commentaires sur sa performance. Le fait que les deux acteurs, que Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, se sont jamais côtoyés sur le tournage, c'est des performances magistrales. C'est incroyable. Et tu le sens aussi, parce que moi, comme pour Jessie Buckley, justement pour The Lost Daughter, elle a comme une variété d'émotions, une grande palette. Elle sait comment accéder à cette palette-là, ce que j'aime bien. J'ai pas vu West Side Story, fait que je peux pas dire. Même chose pour Belfast. Kristen Dunst dans The Power of the Dog. Chapeau, elle m'a stressé tout le long du film. Elle était tellement nerveuse, là, elle m'a stressé. Comme, elle est vraiment bonne. Puis Aunjanui Ellis dans King Richard, elle était capable de bien jouer avec Will Smith, de prendre ses lignes, de bounce off of him, comme on dit. Puis, ouais, elle a fait une bonne job, solide. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On arrive maintenant avec la direction photo. Hein. Donc, on a Greg Fraser pour la direction photo sur Dune, Danny Laudston pour Nightmare Alley, Harry Wagner pour The Power of the Dog, Bruno Delbonnel pour The Tragedy of Macbeth et Janusz Kaminski pour West Side Story. C'est tous des très bons directeurs photo, oui. Surtout Bruno Delbonnel. Je sais qu'il travaille dans une étroite collaboration avec les films de Joel Cohen. Donc on sait qu'il fait de l'excellente direction photo. Janusz Kaminski est capable de jouer à la perfection avec la lumière, l'éclairage. Greg Fraser aussi, c'est un bon directeur photo. Surtout, il a travaillé sur la direction photo du nouveau Batman. Donc on sait qu'il est capable de bien des choses, principalement avec aussi les films comme Rogue One. Danny Laudston, je le connais pas très bien en tant que directeur photo, mais pour la cinématographie sur Nightmare Alley, c'est vraiment un directeur photo impeccable. The Power of the Dog, c'est assez simple comme direction photo. Ouais, c'est ça. Je dirais qu'on a été pas mal plus avec The Tragedy of Macbeth et Nightmare Alley. Ouais, c'est ça. Là. C'est pas mal les noms qui sont ressortis le plus de nos conversations. Parce que The Tragedy of Macbeth, comme j'ai dit tantôt, je trouve qu'ils ont rendu hommage aux productions de Shakespeare dans les années 50. The aspect ratio de comment ils ont filmé, c'est vraiment comme un carré. Comme c'est vraiment...
C'est comme tu rentrerais dans une boîte, presque comme ça. Puis comment ils ont fait les transitions de passer d'une scène à l'autre. Comment ils ont joué avec la cinématographie, qu'il y avait comme trois sorcières, tu sais, comme il y en a deux ici, puis il y en a une troisième dans l'eau. Puis C'est carrément comme The Lighthouse. C'est le même Mhm. principe, la même technique. C'est juste. C'est plus théâtral. The Tragedy of Macbeth, je pense que ça va être le film qui va gagner le trophée. West Side Story, j'aimerais beaucoup qu'il gagne, mais en même temps, cette version photo est beaucoup plus axée sur la technique. Comparativement à la version originale de West Side Story de 1960, pour moi, c'était ce qui était le plus fonctionnel. On était plus dans la bulle émotionnelle, les pensées émotionnelles des acteurs. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. On arrive avec le montage, avec le film Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dog et Tic Tic Boom. Tous des très bons montages, mais celui qui nous a pas mal le plus marqué, c'est Tic Tic Boom, King Richard aussi et Don't Look Up. C'est les trois films qu'on a discuté beaucoup. Don't Look Up, un montage assez simpliste, surtout avec le mélange entre différents éléments d'archives qui entre en parallèle avec ce qui se passe, avec les conversations que les scientifiques ont à la télévision. Ça inclut le propos. Dune, en termes de montage, c'est quand même assez fluide. C'est un montage assez lent, mais très efficace en termes de science-fiction. Je sais pas comment l'expliquer bien plus que ça. King Richard, pour moi, je pense qu'il se démarque beaucoup plus, c'est lors des scènes de compétition avec Serena et Venus. J'en connais pas beaucoup sur le film, mais j'imagine que le montage a dû avoir influencé beaucoup sur la décision des juges. The Power of the Dog, il y a un montage assez simpliste en matière de dialogue. C'est un peu le même principe que pour Dune. Et Tic Tic Boom, surtout avec les chorégraphies, les chansons, c'est pas mal. les transitions assez rapides, justement, à cause de ça. Exact. Pour moi, moi, for sure, moi je dis le meilleur montage va à Don't Look Up. Puis il y a bien du monde qui aime pas ce film-là, qui ils ont dit que comme My God, il y a des problèmes avec le montage, c'est mal filmé et tout. C'est justement parce qu'il est mal filmé que ça a l'air que c'est mal filmé que ça donne une très grande importance selon moi, parce que le film en tant que tel, le thème en tant que tel, c'est les médias de masse, c'est les médias sociaux, la technologie qui avance. Puis tu vois que comme quand les personnages sont dans une certaine extase, la cinématographie est coupée par des photos, comme des screenshots de personnages qui sourient ou qui sont dans un certain moment. Ça revient à l'idée de médias sociaux, que comme c'est que ça joue entre la réalité et ce qui est fictionnel. Parce que comme quand tu regardes une photo sur les médias sociaux, par exemple, une belle dame, une influenceuse qui a comme 5 000 millions de followers sur Instagram, puis elle poste une photo, puis elle est souriante. C'est juste un moment qui est capturé. Mais tu sais pas l'histoire de cette femme-là techniquement. Tu connais pas toute l'histoire ou tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé avant cette photo. Peut-être qu'elle était en train de battre son kid avant de prendre la photo puis qu'elle soit souriante ou qu'elle a fait quelque chose de super chien. C'est ce que j'aime bien dans Don't Look Up, c'est que si vous regardez Screech aussi, c'est cette même mentalité-là que j'avais en faisant ce court-métrage-là d'horreur. Fait que je le vois de cette veine-là. Certain que d'autres personnes le voient différemment, mais moi je le vois comme ça, puis je pense qu'il devrait gagner meilleur montage. Donc, dans la catégorie meilleur son, on y retrouve Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog et West Side Story. Bien entendu, West Side Story, c'est un film qui traite de chansons, d'amour. C'est sûr que la musique va entrer principalement dans cette optique-ci. The Power of the Dog a un son très minime, très simpliste. C'est très axé sur les gestes, les instruments de musique, le fait que le personnage va entrer ses mains dans l'eau. Tu vas vraiment entendre le son des mains jouer avec l'eau, etc. C'est vraiment minime. C'est vraiment un travail ardu sur cet aspect-ci. No Time to Die, c'est plus misé sur les scènes d'action. On va entendre vraiment le son des pistolets qui se déchargent, le son des voitures qui traversent dans la forêt brumeuse. C'est pas mal la scène la plus impactante que j'ai vue, qui m'a vraiment surpris au niveau du son. Dune, bien entendu, travail sonore impeccable.
Denis Villeneuve. Évidemment, Denis Villeneuve. Belfast, malheureusement pour celui-ci, je peux pas vraiment parler tant que ça parce que j'ai pas vu le film personnellement. Pour moi, au niveau du son, justement, justement, il y a une scène dans The Power. La raison pour laquelle je pense The Power of the Dog devrait gagner, parce qu'il a utilisé le son pour raconter la relation entre les personnages. Dans le film The Power of the Dog, il y a une scène où est-ce que le personnage de Kristen Dunst essaie de jouer une chanson au piano, puis à cause de sa nervosité, elle n'est pas capable. Elle trip à chaque fois. Puis là, le personnage de Benedict Cumberbatch, il est en haut, puis il a son banjo. Il fait exprès pour jouer. Il fait jouer et il fait exprès de jouer en même temps qu'elle pour qu'elle floppe. Puis quand elle floppe, il joue la chanson au complet sur le banjo, juste pour la faire chier. Oui, je me souviens de ça. C'est pour ça que j'aime, que je pense The Power of the Dog devrait gagner pour meilleur son, parce que justement, ils utilisent le son pour raconter l'histoire. Puis justement, à un moment donné, comme le fils du personnage de Kristen Dunst qui veut devenir j'ai le mot en anglais, surgeon. Un chirurgien? Un chirurgien, oui. Donc, il y a le fils de Kristen Dunst qui veut devenir un chirurgien, puis qu'à un moment donné, il s'en va dans le désert, puis il voit comme une vache morte. Dès qu'il y a un close-up comme sur ses mains, où est-ce qu'il met les gants, puis t'entends les gants, puis juste comment il découpe aussi la chair. Oui, t'entends le son minutieux. Comme... Et juste le son du couteau qui rock sur les os, la peau. Je pense que The Power of the Dog a une bonne chance. No Time to Die aussi et West Side Story, c'est trois films qui ont un excellent travail sonore impeccable. Pour moi à part, j'espère que ce soit No Time to Die qui va gagner le trophée. Mais si c'est The Power of the Dog, je vais être aussi satisfait du résultat. Ouais. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail là-dessus. Mm-hmm. Dans la catégorie meilleur effet visuel, on a Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man No Way Home. Pour moi, c'était juste indéniable. Dune, il n'y a pas à dire. La créature, là. Le ver qui sort de terre. C'est la meilleure image qu'on peut avoir. Bien sûr, le dragon dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, c'est la meilleure image que j'ai vue. Et la compagnie de Peter Jackson qui a travaillé sur les effets visuels, ils font toujours un travail merveilleux sur les films de Marvel. C'est une des scènes qui était le plus marquante du film. Spider-Man No Way Home, il y avait des moments assez incroyables. La scène avec Peter qui se bat contre Doctor Strange dans le monde miroir. C'est incroyable. Free Guy avec son monde de jeux vidéo, c'est sûr que c'était... un shit show, Free Guy. Comme, il y a tellement de choses qui se passent dedans. Là. Ah oui, mais Dune, c'est vraiment le film le plus incroyable visuellement qu'on ait vu. Il n'y a pas à dire. Comme moi, j'irais avec Dune aussi. Juste à regarder les trailers puis voir comment juste les effets spéciaux sont faits. C'est incroyable. Free Guy, comme j'ai dit, il y a tellement de choses qui se passent dans un monde de jeux vidéo. Tu regardes ça puis ton cerveau il explose. Comme il y a tellement on se demande comment ils ont fait pour avoir mis autant de détails là-dedans. C'est juste incroyable. Autant de budget, autant, même avec la recherche du réalisateur Sean Levy, a juste décidé de parler avec les gamers, de voir leur opinion, savoir comment créer un vrai bon film de jeux vidéo, l'adapter en réel. Il y a toute cette grosse recherche-là qui a été mise. C'est sûr qu'il méritait une place dans ce film-ci. Ouais, dans cette catégorie-ci plutôt. Puis moi, vu qu'il y a deux productions de Marvel avec Shang-Chi et Spider-Man, moi, j'adore Spider-Man, j'ai grandi avec Spider-Man, mais je vais choisir Shang-Chi avant Spider-Man. Parce que, comme mode de 1, c'est un acteur canadien-chinois qui joue dedans. Puis un peu de représentation, ça fait pas de mal. Puis c'est un film d'arts martiaux qui a rendu hommage à Jackie Chan aussi. Puis, oui, c'est vrai, exactement. Comme c'est important. Je suis bien d'accord. Un point que je suis sûr que beaucoup vont pas aimer mon point, mais... Vas-y. J'aurais tellement aimé que Eternal soit nommé aux Oscars. Surtout pour le Galactus. Là, je me rappelle pas le nom du méchant, le gros méchant, mais c'était juste aussi incroyable de le voir apparaître à l'écran. C'était juste le travail minutieux qui était mis, la grandeur du méchant, c'est juste... Wow, c'est juste impressionnant. Oh, mettez en commentaire ce que vous voulez. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit.
Wow. Mais bon, c'est ce que j'en pense. Dans la catégorie meilleure composition, on a Nicolas Britell pour Don't Look Up, Hans Zimmer pour Dune, German Franco pour Encanto, Alberto Iglesias pour Parallel Mothers et Johnny Greenwood pour The Power of the Dog. Pour moi, c'est assez évident que Encanto et Dune sont pas mal les plus gros noms qui me viennent en tête. La musique est magnifique au niveau de Encanto, c'est magique, c'est envoûtant. C'est Disney. Disney. Donner tous les adjectifs possibles à Encanto, je pense. C'est Disney. Il mérite le trophée. Dune, parce que, bien sûr, Hans Zimmer, magnifique composition. Dommage qu'il ne soit pas nominé pour James Bond, par contre. Il a aussi fait une bonne composition, surtout avec la scène finale, avec Bond qui meurt. Ouais. Don't Look Up, j'ai pas grand souvenir au niveau de la musique, en quoi elle était si exceptionnelle. Ouais, c'est vraiment le montage qui a vraiment stand out pour moi. La musique aussi est pas mal comme dramatique, là. Mais vraiment, la force de Don't Look Up, c'est vraiment dans le montage. Je suis bien d'accord. Ouais. Puis, Parallel Mothers, malheureusement, j'ai pas vu le film, donc je peux pas vraiment en parler en tant que tel, je sais pas l'histoire. Et The Power of the Dog, c'est une musique assez simpliste. Ouais, assez simpliste. C'est assez sobre, c'est juste. Ça s'écoute juste très bien. That's it. Ouais. C'est rien de si incroyable. Mm-hmm. Pour la catégorie meilleure chanson, on a Be Alive du film King Richard, Dos Oruguitas de Encanto, Down to Joy de Belfast, No Time to Die de No Time to Die, Mm-hmm. et Somehow You Do du film Good Days. Four Good Days. Pardon, Four Good Days. Ouais. Pardon. Pour moi, c'est indéniable. Dos Oruguitas, il mérite le score de la meilleure chanson. Ouais. Pour moi, ce serait un toss-up entre Be Alive de King Richard. Je pense que c'est la dernière chanson qui joue à la fin des crédits. Et Dos Oruguitas sur Encanto, juste parce que, again, c'est Disney. Puis, mais il y a une grosse symbolique à travers Dos Oruguitas, la rencontre des deux amants qui vivent leur amour et que malheureusement ils sont séparés par la mort tragique du padre, le père de la famille Madrigal. Et tout l'enchantement, il y a toute une histoire liée avec la Colombie qui reflète parfaitement le film. Et Dos Oruguitas, c'est la chanson qui se distinguait beaucoup plus des autres chansons que j'ai vues. Quoi qu'ils sont magnifiques, chacune de ces chansons-là sont belles. Même No Time to Die qui reflète parfaitement la tragédie de James Bond, la trahison, tout ce qui a trait à survivre pour les gens que t'aimes, dans le fond. Exactement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints de la chanson en disant que c'est ben trop mélancolique, c'est Billie Eilish. Tout le monde s'est écœurés de l'entendre, mais ça reflétait bien la musique thème de James Bond. Ça fait quoi, 2 James Bond qui gagnent un trophée pour le film, ben pour la chanson du film? Je pense, ouais. T'as la musique de Adele qui a été composée pour Skyfall. T'as également Sam Smith pour Writings on the Wall. Yeah. C'est tellement une bonne chanson, Writings on the Wall. Donc, oui, c'est sûr de trouver une chanson de James Bond aux Oscars. C'est intéressant, c'est le fun. Mais je pense que Dos Oruguitas, c'est pas mal juste la chanson qui va le faire. Ouais. All the way. Maintenant, on arrive avec les résultats. C'est la partie où est-ce que le produit est fini, le film est fait. Donc, c'est là qu'on a vraiment le résultat, le produit final en main. Donc, on va commencer avec les courts-métrages de fiction. Donc, on a Alakachu, Take and Run, on a The Dress, on a The Long Goodbye, On My Mind et Please Hold. Alakachu, ça avait une allure assez des enlèvements. Ouais, c'est ça. C'est un thriller, dans le fond, une fille qui se fait enlever. Dans un pays étranger. Elle est mariée de force, de ce qu'on a vu aussi. Oui, il y a ça. The Dress qui parlait du nénisme. Elle veut se faire accepter des gens, puis elle veut se trouver belle, elle a besoin d'une robe pour se refléter. The Long Goodbye qui... On dirait qu'ils sont servis de la notoriété du film de Sound of Silence pour ce film-là, qui a l'air éclectique. Ouais, c'est très rave, comme de ce qu'on a vu du trailer. Riz Ahmed, il fait partie du film. Il y a des commentaires des commentaires sur YouTube qui apparaissent comme « Oh, glorious performance » et tout ça. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe dans le trailer qu'on a vu. C'est très rave, c'est très
expérimental. Je suis sûr que dans le court-métrage, ça doit être mieux élaboré. Ça doit être au niveau de la tragédie, la famille. On My Mind, c'est sur le... On My Mind, c'est l'homme qui s'en va dans un bar de karaoké. Oui, puis de ce qu'on a vu, ça avait l'air d'être sur sa relation avec sa femme qui aimait beaucoup le karaoké, je pense qu'elle est décédée et qu'il veut chanter une chanson en hommage à sa femme, ou il veut raconter son histoire d'amour. Puis il paye 500$ pour jouer une chanson. Je pense que ça doit être une chanson qui est très émotionnelle à lui, qui reflète beaucoup leur histoire. Et Please Hold, c'est... Please Hold, dans le fond, c'est un prisonnier qui est amené dans une prison à la pointe de la technologie. Il parle avec une machine dans une prison. Comme il n'y a pas de garde, il n'y a rien. Comme il parle avec une AI, dans le fond, qui contrôle la prison puis qui comprend pas ce que lui, il veut. I don't understand that. Can you please repeat? Comme des trucs comme... Le thème du court-métrage, il est très, très... percutant. J'ai l'impression qu'ils ont voulu aller avec l'idée que la technologie, ça emprisonne l'esprit ou quelque chose du genre. On dirait qu'il y avait un lien avec... Bon, oui, d'une certaine manière, parce que comme on dit, quand t'es sur ton téléphone, on dirait, puis que tu regardes quelque chose, on dirait que t'es vraiment comme emprisonné dans une certaine bulle. La technologie est devenue tellement avancée que la compréhension humaine elle-même, elle peut plus la comprendre, mettons. Non, Alakachu, Take and Run et The Dress, c'est des films que je vois bien gagner un trophée pour la catégorie meilleur court-métrage. Pour moi, ça serait The Dress. Parce qu'elle est venue me chercher émotionnellement, ce court-métrage-là. On My Mind aussi, c'est très touchant. Je dirais que ce serait pas mal les deux qui viendraient me chercher. Bon, meilleur court-métrage d'animation, on a Affairs of the Art, on a Bestia, on a Bugs Ballet, Robin, puis on a The Windshield Wiper. Un thème qu'on a trouvé beaucoup dans tous ces courts-métrages-là, c'est vraiment la nudité. Je sais pas, my God, les animateurs comme vous... Est-ce qu'ils se sont consultés tous ensemble pour dire on va mettre de la nudité là-dedans? Ouais, c'est ça, comme c'est très... Ouf, c'est très... Principalement pour Affairs of the Art, Bestia, le film The Windshield Wiper, c'est ces trois courts-métrages-là qu'on voyait beaucoup plus de nudité. Ce que j'aime bien avec The Windshield Wiper, c'est que dans ce court-métrage-là, on a affaire avec un mélange qui me fait penser au film de Spider-Man Into the Spider-Verse, le mélange de 3D avec un mélange d'éléments réels, avec des textures plutôt réelles. C'est une bonne combinaison, je trouvais ça fantastique. Robin a une bonne animation simpliste et c'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Affairs of the Art, c'est une excellente animation, le dessin, c'est incroyable, c'est vraiment beau. Fait par l'ONF, Let's Go Canada. Bestia, c'est fait avec un peu à la c'est fait un peu à la Tim Burton puis comme c'est un allure un peu puppeteer. Ça fait peur un petit peu, c'est comme malheureusement Bugs Ballet, pour moi je sais pas pourquoi est-ce qu'il a été nominé. Bon, je sais pas, Bugs Ballet, c'est de l'animation 2D. Je pense pas que c'est fait à la main. On dirait que c'est vraiment fait comme par ordinateur. Pour moi, c'était plus simpliste. C'est comme le ballet, c'est juste une image qui était juste inversée à tout bout de champ. Il n'y avait rien de complexe au niveau de l'animation. Ouais, mais aussi, il faut savoir que comme on n'a pas besoin d'une animation super compliquée pour gagner un Oscar. Des fois, c'est la simplicité de l'histoire permet de raconter comme... C'est vrai. De get your point across, comme on dit, mais comme de ce qu'on a vu dans la bande-annonce, il n'y avait rien qui nous interpellait. C'est vrai. On continue avec la catégorie meilleur court-métrage documentaire. Donc, on a Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs for Benazir et When We Were Bullies. Pour nous, ça a été beaucoup plus facile à découvrir. Avec Netflix aussi. Avec Netflix, mais également à choisir parce que Audible a une bonne réalisation. C'est un gars sourd qui a perdu son meilleur ami qui s'est suicidé. Puis lui, la personne qui a perdu son ami qui s'est suicidé, il joue au basket. Puis dans le fond, il essaie avec toute cette souffrance-là, il s'en va à cette game de basketball. Puis tu vois un peu son parcours. Dans Lead Me Home, c'est un documentaire qui parle de
des gens qui sont à la rue en Californie et à Los Angeles, puis à Hollywood. Comme moi, j'ai bien aimé ce court-métrage-là parce que le thème de la pauvreté parle beaucoup pour moi. Et ça montrait que comme ces personnes-là essayaient de se remettre, mais le système en tel quel les obligeait à revenir à la rue, à planter des tentes. Tu voyais, à chaque rue, il y avait au moins 3-4 tentes à chaque recoin de rue. C'est bad, là. Ouais, puis The Queen of Basketball, c'était ça, la première joueuse noire jouer au basketball et qu'ils ont décidé de faire un portrait sur sa carrière. Ils n'ont pas vu les courts-métrages documentaires, mais la bande-annonce était assez révélatrice. Three Songs for Benazir, je vais te laisser le résumer parce que tu l'as exprimé bien mieux que moi là-dessus. Ouais. Mais Three Songs for Benazir, dans le fond, c'est un homme afghan. Cet homme-là, il veut se joindre à l'armée afghane pour donner une meilleure vie à sa femme et à ses futurs enfants. Quand il va appliquer pour rentrer dans l'armée, ils lui disent que comme regarde la situation dans le pays, les talibans ont pris le contrôle, on veut savoir à quel groupe tu t'appartiens, puis il lui montre un peu le processus de comment rentrer dans l'armée. À la fin, il rentre pas dans l'armée, il s'en va travailler dans les champs des fleurs d'opium. Il s'est rendu qu'il a une addiction à l'opium, fait qu'il s'en va dans un centre de rétablissement. Dans le fond, la raison pour laquelle il s'appelle Three Songs for Benazir, Benazir, c'est le nom de la femme de l'homme afghan. Et au tout début, il chante 2 chansons. À la fin du film, il lui chante une dernière chanson pour révéler son amour pour elle, puis c'est tellement chaleureux de voir un homme qui aime tellement sa femme et ses enfants. Quand ses enfants viennent l'embrasser puis lui donner un câlin avec sa femme, lui, là, il dit vraiment, c'est là que je suis heureux. Je suis vraiment heureux, j'ai ma paix en ce moment. Pour moi, c'est vraiment le documentaire de Lead Me Home et Three Songs for Benazir c'est entre ces deux-là que j'aimerais bien voir gagner aux Oscars. Ouais, Lead Me Home. Audible aussi, c'est un bon documentaire. Et When We Were Bullies, c'est plus deux vieilles personnes qui... Ils étaient des bullies. Des bullies, ils intimidaient des gens, puis ils reflètent un peu leur parcours. Ça apporte une bonne réflexion à savoir ce que ça amène l'intimidation, à me porter également une autre facette aussi de l'intimidation. Parce qu'on se dit souvent que c'est des jokes qu'on fait aux gens, c'est juste pour le plaisir, mais on réalise pas le mal que ça cause. Hey Dimitri, dis-moi non, on a bien quelque chose d'assez important, hein? Quoi? La réalisation. Mais oui! Dans un film, ça prend aussi quelqu'un qui mène le bateau, qui réalise une vision. On arrive maintenant avec la catégorie meilleure réalisation. On a Kenneth Branagh pour son film de Belfast, Ryosuke Hamaguchi pour Drive My Car, on a Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza, on a Jane Campion pour The Power of the Dog, et bien sûr Steven Spielberg pour West Side Story. Pour moi, c'est sûr que la décision a été très difficile, mais West Side Story, c'est mon gros coup de cœur. Steven Spielberg, c'est un bon réalisateur. Il a réussi à amener une excellente vision avec West Side Story que j'avais pas vu avec l'original. C'est sûr que côté cinématographique, le film se distingue pas complètement au niveau de sa réalisation, c'est plus l'aspect technique. Mais pour un premier film musical qu'il a réalisé, je trouve qu'il l'a mené avec brio. Drive My Car, aussi, c'est un film que j'ai l'impression que les Oscars vont plus se diriger parce que le réalisateur a une excellente vision, une bonne direction photo. Dans le contexte du Japon, c'est un film qui est très révélateur. Puis Belfast, pour un film qui traite de la vie personnelle de Kenneth Branagh, de son amour pour le cinéma, la cinématographie en noir et blanc, ça a l'air sublime. Le mélange aussi avec les couleurs qui représentent plus les moments où il y avait une grande adoration pour le cinéma. Paul Thomas Anderson, on s'entend que c'est un réalisateur qui se connaît beaucoup en réalisation, il a fait d'excellents films. Paul Thomas Anderson, il est un bon réalisateur. Il sait ce qu'il fait. Exactement. Paul Thomas Anderson, c'est un grand visionnaire et un excellent réalisateur. Et Power the Dog, c'est un film western assez particulier, un bon drame qui se passe. Parce qu'il n'y a pas de coup de feu, for some reason. Ben, c'est pas nécessaire d'avoir des coups de feu, mais c'est juste l'aspect dramatique de la chose.
C'est ça qui fait que ce film-là, il est un vraiment bon film. Pour moi, mon coup de cœur, ça reste Steven Spielberg. Ouais, c'est ça. Donc, moi, au niveau de cette catégorie-là, je vais avec ce que je connais. J'ai pas vu Belfast, j'ai pas vu Drive My Car, j'ai pas vu Licorice Pizza. Fait que je stick avec ce que j'ai vu. Donc, The Power of the Dog et Steven Spielberg, je le connais. Fait que West Side Story, ça va aller avec ça. Je serais pas étonné que Drive My Car soit le favori. Je me fie en 2020 avec le film Parasite, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film, meilleur film à l'étranger, meilleure réalisation pour Bong Joon-ho, etc. C'était le film qui a été très révélateur à l'époque, donc j'imagine que ça va être peut-être le même principe pour Drive My Car, donc on sait jamais. On continue avec la catégorie meilleur court-métrage documentaire. Donc, on a Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs for Benazir et When We Were Bullies. Pour nous, ça a été beaucoup plus facile à découvrir. Avec Netflix aussi. Avec Netflix, mais également à choisir parce que Audible a une bonne réalisation. C'est un gars sourd qui a perdu son meilleur ami qui s'est suicidé. Puis lui, la personne qui a perdu son ami qui s'est suicidé, il joue au basket. Puis dans le fond, il essaie avec toute cette souffrance-là, il s'en va à cette game de basketball. Puis tu vois un peu son parcours. Dans Lead Me Home, c'est un documentaire qui parle des gens qui sont à la rue en Californie et à Los Angeles, puis à Hollywood. Comme moi, j'ai bien aimé ce court-métrage-là parce que le thème de la pauvreté parle beaucoup pour moi. Et ça montrait que comme ces personnes-là essayaient de se remettre, mais le système en tel quel les obligeait à revenir à la rue, à planter des tentes. Tu voyais, à chaque rue, il y avait au moins 3-4 tentes à chaque recoin de rue. C'est bad, là. Ouais, The Queen of Basketball, c'était ça, la première joueuse noire jouer au basketball et ils ont décidé de faire un portrait sur sa carrière. Ils n'ont pas vu les courts-métrages documentaires, mais la bande-annonce était assez révélatrice. Three Songs for Benazir, je vais te laisser le résumer parce que tu l'as exprimé bien mieux que moi là-dessus. Ouais. Mais Three Songs for Benazir, dans le fond, c'est un homme afghan. Cet homme-là, il veut se joindre à l'armée afghane pour donner une meilleure vie à sa femme et à ses futurs enfants. Quand il va appliquer pour rentrer dans l'armée, ils lui disent que comme regarde la situation dans le pays, les talibans ont pris le contrôle, on veut savoir à quel groupe tu t'appartiens, puis il lui montre un peu le processus de comment rentrer dans l'armée. À la fin, il rentre pas dans l'armée, il s'en va travailler dans les champs des fleurs d'opium. Il s'est rendu qu'il a une addiction à l'opium, fait qu'il s'en va dans un centre de rétablissement. Dans le fond, la raison pour laquelle il s'appelle Three Songs for Benazir, Benazir, c'est le nom de la femme de l'homme afghan. Et au tout début, il chante 2 chansons. À la fin du film, il lui chante une dernière chanson pour révéler son amour pour elle, puis c'est tellement chaleureux de voir un homme qui aime tellement sa femme et ses enfants. Quand ses enfants viennent l'embrasser puis lui donner un câlin avec sa femme, lui, là, il dit vraiment, c'est là que je suis heureux. Je suis vraiment heureux, j'ai ma paix en ce moment. Pour moi, c'est vraiment le documentaire de Lead Me Home et Three Songs for Benazir c'est entre ces deux-là que j'aimerais bien voir gagner aux Oscars. Ouais, Lead Me Home. Audible aussi, c'est un bon documentaire. Et When We Were Bullies, c'est plus deux vieilles personnes qui... Ils étaient des bullies. Des bullies, ils intimidaient des gens, puis ils reflètent un peu leur parcours. Ça apporte une bonne réflexion à savoir ce que ça amène l'intimidation, apporter également une autre facette aussi de l'intimidation. Parce qu'on se dit souvent que c'est des jokes qu'on fait aux gens, c'est juste pour le plaisir, mais on réalise pas le mal que ça cause. Ah, ma catégorie préférée. Meilleur film d'animation. On a Encanto, Flea, Luca, The Mitchells vs. The Machine et Raya and the Last Dragon. 3 films de Disney que j'ai adoré. Raya and the Last Dragon, pour sa thématique, l'exploration de la Chine, le fait que on va vraiment visiter la dépression, la mort traîne partout et juste voir les gens qui doivent vivre avec la perte d'un être cher. Luca, visuellement, c'est impeccable. Juste explorer
le continent italien, c'était beau. Flea, c'est aussi un documentaire qui semble très percutant et très frappant. Mais Encanto, oh, je peux pas m'en passer. Je regarde ce film-là et ça vient toujours me chercher émotionnellement. C'est un très beau film sur l'acceptation de soi. Aux yeux de la matriarche de la famille Madrigal, chacun a leur propre capacité, sont forts, sont beaux, sont parfaits. Enfin, elle cherche tellement la perfection à protéger sa famille plus au point que elle en oublie que des fois, juste une personne ordinaire peut faire la différence. Et c'est juste important de s'accepter tel qu'on est. C'est un beau message que le film véhicule. Et malheureusement, The Mitchells vs. The Machine, je l'ai pas vu. Moi non plus. Je peux pas dire sur le film en soi. Je sais qu'il y a certains éléments humoristiques liés à la culture pop dans ce film-ci. Pour moi, le meilleur film d'animation, ça reste Encanto. Je pense que c'est le film qui est pas mal Va remporter. Parce que c'est Disney. Mais anyway. C'est Disney. Ouais, ben anyway, mais pour moi, comme Encanto, oui, ce serait un gros pic pour cette catégorie-là avec le amount d'argent qu'il a fait, là, ce film-là aussi. Là. Pour Flea aussi, le thème est très, très important, puis comment c'est fait, j'ai pas les mots pour le décrire, c'est formidable. Luca, ce film-là d'animation, il n'a pas fait autant d'argent que Encanto. The Mitchells vs. The Machines, je l'ai pas vu. Raya and the Last Dragon, par contre, j'aimerais bien que ce film-là gagne, mais je doute parce qu'il a fait moins d'argent que Luca Encanto. Ouais, parce que c'est Disney, hein. Mais parce que ce que j'aime bien de Raya and the Last Dragon, c'est qu'ils ont utilisé du motion capture, comme ils ont utilisé des vraies personnes pour faire les scènes de combat, puis ils les ont traquées à travers un ordinateur, puis... Ça n'a pas dû être bien évident non plus avec la pandémie qui était... Non, c'est... Juste pour le tournage, le travail minutieux, chacun chez soi. Ça n'a pas dû être facile pour les acteurs, les créateurs. Donc c'est pour ça que aussi... Raya and the Last Dragon, c'est aussi un film qui est assez fort au niveau de la compétition pour gagner. Parce que, on s'entend dessus, c'est un excellent film animé. Là. Juste les chorégraphies ici qui sont tournées. Là. Ils sont très, très bien faits. Ouais. Donc, dans la catégorie meilleur film à l'étranger, on a Drive My Car qui provient du Japon. On a le film Flea du Danemark. The Hand of God de l'Italie. Lunana Ayak in a Classroom qui provient du Bhutan. Et The Worst Person in the World qui provient de Norvège. Nice. Merci. De rien. Pour moi, ça va être Drive My Car et Flea qui est pas mal les films qui sont les plus gros compétiteurs dans la catégorie meilleur film à l'étranger. Drive My Car, quand on regarde les images du Japon, c'est magnifique. Juste l'idée que la technologie est assez présente au Japon, c'est un vrai voyage qu'on fait. L'idée de regarder Flea également, c'est un film qui nous fait découvrir l'idée de quelqu'un qui quitte son pays. The Hand of God, je connais pas beaucoup Je l'ai pas vu non plus. Il est sur Netflix en plus. Ah, wow. Il va falloir que je l'écoute d'abord. Lunana Aoyak in a Classroom, on est d'accord pour dire que si, ça a l'air d'un bon documentaire. Ça m'intéresse beaucoup, ce film-là, parce que comme ça vient d'un pays que je connais pas tant que ça. Le Bhutan vient c'est un pays de l'Asie du Sud. Ce film-là a été filmé comme dans l'endroit du Bhutan, comme en haut dans les montagnes où est-ce qu'il y a les yaks. L'endroit est tellement beau, comme juste les montagnes. Dans le fond, le film, ça parle de justement comme un professeur qui doit aller dans les montagnes du Bhutan pour aller enseigner à des élèves là-bas. Ils vivent de la terre, ils vivent des animaux, les yaks et tout ça. C'est très, très primitif. Il n'est même pas capable de charger son téléphone. Il n'y a pas d'électricité tant que ça. C'est très intéressant comme film. Puis ça vient d'un nouveau pays que je connais pas. Fait que j'aimerais lui donner une chance. Et The Worst Person in the World, je sais que c'est la relation d'une femme qui a fait tellement d'erreurs dans sa vie relationnelle que ça impacte son entourage. Mais les films qui pour moi a été beaucoup plus frappant, c'est Drive My Car et Flea. Ça a l'air des deux films incroyablement bien tournés. Et Lunana aussi. C'est ces trois films-là qui sont
Ouais, ils ont des bonnes chances de gagner, là. Comme Drive My Car, belle cinématographie, bonne histoire, a fait beaucoup d'argent aussi en tant que film international, fait que ça a des bonnes chances de gagner. Dans la catégorie meilleur film, cette année, je trouve ça intéressant parce que au lieu d'avoir 9 films en nomination, on est rendu avec 10. Mhm. C'est énorme. On a Belfast en nomination, on a Coda, on a Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog et West Side Story. C'est tous des excellents films. Mon Dieu. Ouais, pour vrai. Don't Look Up, c'est le film qu'on. Malheureusement, pour moi, c'est pas le film qui mériterait amplement l'Oscar parce que le mélange d'humour, de satire, oui, c'est très percutant, mais le film n'a pas eu l'impact au box-office ni par la critique qu'on voudrait. Ouais, Donc, pour moi, puis c'est. le monde l'ont pas tant aimé, que ce soit au niveau du public et des critiques. Au niveau du budget, ça a coûté beaucoup d'argent pour le faire, puis le box-office aussi ne l'a pas rapporté tant que ça. Parce que le monde a pensé que c'est comme un film où est-ce que comme Adam McKay veut juste comme nous faire manger de la politique, mettons, tu sais, puis les films sont faits pour qu'on se délaisse de ce qui se passe de la politique, pour nous divertir. Pour nous effacer de la politique et tout ça. Ouais. Aussi, l'influence de Leonardo DiCaprio et aussi de Jennifer Lawrence aussi. Deux excellents acteurs qui ont reçu des trophées. Je Mhm. pense aussi à un Oscar bait. Ouais, peut-être. Dune, excellent film de science-fiction, mériterait amplement le score, mais encore là. Non, moi je trouve que Dune couvre pas mal de choses. Il couvre Best Cinematography, Best Costume, Best Hairstyle, Best Visual Effects. Comme, c'est le premier film que je vois qui couvre beaucoup de catégories. Et justement, je pense qu'il va gagner Best Picture. Il est un des contenders pour gagner. Quand je regarde Dune, tu sais, je peux pas m'empêcher de le comparer avec des films comme Star Wars, puisque, bien entendu, Dune, c'est la source d'inspiration de George Lucas pour créer sa saga Star Wars, à la base. Denis Villeneuve, c'est vraiment un réalisateur incroyable. Et c'est bien dommage et tout qu'il n'a pas été nommé pour meilleure réalisation. Ouais, mais si Dune gagne Best Picture, ce sera un gros moment pour le Canada, justement, et le Québec aussi. West Side Story, encore une excellente histoire, très percutant également. Il y a un grand respect pour l'œuvre originale de 1960. C'est une bonne réalisation de Steven Spielberg. The Power of the Dog, il y a un bon western aussi à découvrir. Nightmare Alley, c'est un bon film de Guillermo del Toro que je vous recommande. Un bon thriller qu'il a fait. C'est un des rares que on ne voit pas de créatures faire des S ou bien de monstres. C'est vraiment une œuvre qui transcende son genre. C'est différent de ce qu'il fait d'habitude. Ouais. Licorice Pizza également. Paul Thomas Anderson encore, excellente réalisation, une bonne histoire touchante. King Richard, tu en connais plus que moi là-dessus. King Richard, comme j'ai dit, c'est vraiment au niveau de l'histoire que c'est bien fait, au niveau de la performance de Will Smith est bonne aussi. Chaque acteur était bien groundé, comme chacun avait, comme j'ai dit, les intentions des personnages, il les savait. Je connaissais pas l'histoire de Venus ou de Serena Williams, fait que c'était bien de savoir que euh, de savoir leur histoire, dans le fond. Ouais. Belfast, une excellente réalisation de Kenneth Branagh. Comme j'ai mentionné, l'utilisation du noir et du blanc pour raconter sa propre histoire personnelle. L'utilisation de la couleur pour refléter le cinéma. C'est ce qui était le plus marquant. Pour moi, le film qui s'est beaucoup plus démarqué, je crois, c'est Coda et Drive My Car. C'est pas mal des films que je crois qu'il va gagner le score cette année. Principalement Coda, justement, pour l'idée de la femme, la jeune fille qui veut faire de la musique dans sa vie, mais qui doit en même temps s'occuper de sa famille. C'est un film qui est très frappant. Puis Drive My Car. Si je me fie à la période de 2020, lorsque Parasite a gagné le trophée, c'était très mérité. Donc, Drive My Car, pour moi, c'est le film que je pense qu'il va sortir vainqueur des Oscars.
C'était nos prédictions pour les Oscars. Je vous remercie d'être resté tout le long de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais remercier beaucoup mon ami Dimitri d'avoir participé à l'expérience. C'était vraiment une expérience vraiment incroyable. J'espère que vous pouvez faire une autre vidéo avec lui. Ouais, bien sûr, j'aimerais revenir. Puis je remercie à Sébastien de m'avoir invité à vouloir faire cette vidéo-là. J'espère vous revoir bientôt. Pour vous connecter à la chaîne de Dimitri, le lien est dans la description. Si vous voulez aussi écouter le podcast sur Adventure in Filmmaking, vous pouvez aussi le découvrir en lien. Pour mon ami, je lui souhaite bonne chance dans sa carrière d'acteur et de réalisation. Et je te souhaite aussi, je te souhaite merde pour tout ce qui se passe avec YouTube en ce moment. Et je te pousse à continuer tes vidéos, à te démarquer, à continuer de progresser. Quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles critiques de films très bientôt. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma! Bon cinéma!